Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre rendez-vous de l'après-midi, le Late Show, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous, Radio J Mag. Nous sommes jeudi 10 octobre 2024. Si vous voulez faire un investissement bien amorti en ce moment, achetez des bottes de pluie, ça prend pas trop de place, c'est pratique, très élégant, vraiment n'hésitez pas, vous êtes sûr de les utiliser. Hier on a eu un record de précipitation depuis un siècle il paraît. Sinon, vous pouvez aussi investir dans un kayak pour circuler dans Paris après le vélo et la trottinette électrique. Ce sera sûrement le prochain moyen de locomotion en vogue prôné par Anne Hidalgo. On sera sûr d'aller à moins de 30 km/h. Sinon, plus sérieusement, justement, j'ai envie de rendre hommage à des personnes qui ont bien ramé pendant longtemps. Mes parents, puisqu'ils fêtent aujourd'hui leurs 50 ans de mariage, moins 1, 49 ans, mais ça sonne moins bien, alors 49 ans, et ils sont encore ensemble. Du coup, ça met un petit peu la pression pour moi. Il faut que je fasse aussi bien qu'eux. Donc, joyeux anniversaire, maman et papa, et lâchez rien, le combat continue. Oui, car l'amour est un combat, comme sur un ring. Ça tombe bien, car aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler amour, conflit, couple, entente, discorde, théâtre et jeu. Son capital sympathie, sa maladresse élégante, son humour, son super pouvoir de caméléon. Il est partout, il peut tout jouer. C'est le pote qu'on aimerait avoir. Et en plus de son talent de jeu, c'est probablement aussi pour ça que c'est le comédien avec lequel on a envie de se lancer dans l'aventure. Vous l'avez forcément déjà vu en télé, au ciné ou sur scène. Et si c'est pas le cas, après cette émission, vous aurez envie de le découvrir, c'est sûr. J'ai le grand plaisir d'accueillir le comédien, acteur, chanteur de comédie musicale de temps en temps à 16h. Papa au grand cœur, Amaury de Crayencourt. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, je suis très content d'être là. Je suis très contente de vous recevoir. Vous entendez cette foule en délire pour vous. Oui. Amaury, comment ça va, Amaury? Cette saison est riche de plein d'événements. Ouais. Et vous avez, depuis quelques semaines maintenant, commencé la programmation au Théâtre de l'Œuvre de Ring, Variation du couple, avec Gina Djemba, que j'ai eu le plaisir de recevoir. Ouais. Une comédie de Léonore Confino et mise en scène par Com de Bellesise. Comment ça se passe? Super bien. On est très contents. On a eu la chance de vivre un très beau festival d'Avignon en juillet dernier. Et donc on est effectivement au Théâtre de l'Œuvre depuis le 3 septembre et ça roule. On a du monde, les gens sont contents. Voilà, les gens sortent heureux et nous aussi. C'est un vrai bonheur cette pièce. Ça parle tellement d'un truc universel que je crois que ça parle à tous. Et c'est l'intelligence aussi de Léonore Confino qui a écrit et Com de Bellesise qui nous a mis en scène. C'est leur intelligence aussi commune d'avoir fait un spectacle qui est à la fois populaire et exigeant artistiquement, et du coup ça fait quelque chose d'accessible à tous et vraiment à tous. Effectivement, et en plus, il me semble que donc c'est Gina Djemba qui a eu l'idée de reprendre cette pièce qui existait déjà il y a 10 ans. En scène, on avait Audrey Dana et Samy Bouajila, si je ne me trompe pas. Et effectivement, donc elle a reproposé ce projet en demandant un peu de faire des variations justement du texte. Et ça vous colle à la peau puisque vous avez un peu le style de vie des personnages qu'on retrouve de par la parentalité, etc. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai moi-même j'ai vu cette pièce donc au tout début. De cette aventure à Paris et c'est vrai que je me suis régalé. On se reconnaît forcément à un moment, on a des tableaux de la déclaration d'amour à la séparation, à la maman qui est en galère, à la tromperie. Enfin, on passe en revue comme ça dans des scènes sur ce ring. Beaucoup de moments qu'ont pu vivre le public, et donc c'est vrai que c'est un vrai régal. Et puis il faut dire que quand on joue un couple, il faut que ça soit complémentaire, et cette complémentarité vous l'avez avec Gina, parce qu'on a à la fois cette force fragile de Gina et vous cette maladresse élégante. J'aime bien, c'est bien résumé. Et c'est vrai que ça se complète bien. Vos énergies sont belles à voir en fait, tout simplement. Ah, c'est génial. C'est vraiment l'idée de Gina au départ, effectivement, déjà que ce soit moi, c'est elle qui m'a proposé ça. Et puis c'est son idée aussi, effectivement, de Vous aviez jamais joué ensemble, par ailleurs? Non, on se connaît depuis toujours, on se connaît depuis 2011, je crois. Et on n'avait jamais travaillé ensemble. Et là, en fait, elle a eu cette idée de faire de remonter Ring, mais un petit peu différemment. En tout cas, elle a eu cette intuition dès le départ que dans cette suite de scènes qui n'ont pas de lien a priori les unes avec les autres, ce serait bien de rajouter un petit liant, et ce liant il passe par le corps, et donc elle a demandé à son meilleur ami Mehdi Baki
qui est un chorégraphe extraordinaire, de nous mettre en corps. Donc voilà, il y a un metteur en scène, un metteur en corps, si on peut dire. Oui. Et donc il y a effectivement des moments qui sont pas vraiment dansés, mais qui sont bougés, disons. Ils sont chorégraphiés, on peut dire. Et du coup, il y a la notion de corps est très présente dans le spectacle. C'est vrai qu'il y a des scènes, il y a notamment une scène d'arrêt sur image. Ouais. Qui est très très forte et sans aucun mot on comprend tout ce qui se passe sur scène. Ouais, c'est ça, des choses qui se passent de mots, ouais. Et c'est vrai que c'est assez original et justement cette fluidité dans le passage des scènes, le fait que ça passe comme ça, nous le public, on n'y voit que du feu, ça donne vraiment de la légèreté à la mise en scène et c'est très agréable parce que du coup on passe d'un truc à l'autre, mais nous on n'est pas rendu compte, il y a un petit côté magique comme ça. Et donc effectivement elle a fait appel à vous et j'ai eu le plaisir de venir vous voir, mais on va écouter un petit extrait de ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Alors, nous jouerons Ring, variation du couple. Ring, variation du couple. Non, mais Ring, variation du couple. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Eh ben, dis-le. Oui, donc nous jouerons Ring, variation du couple au Théâtre de l'Œuvre à 19h. Nous jouons Ring, variation du couple au Théâtre de l'Œuvre à 19h à partir... du 3 septembre. Ouais. Nous jouerons... Mais dis-le, mais si tu le sais, dis-le en fait. Oui, parce que c'est ce que je fais. Voilà. Donc, nous jouerons Ring, variation du couple, le 3 septembre. En fait, Ring, variation du couple, je sais pas, Ring, variation du couple. Bon, on dit ensemble. Voilà. Nous jouerons... Non, ça marche pas de le dire ensemble du tout. Bon, ok. Eh ben, fais-le toute seule, putain. Bonjour. Nous jouerons Ring, variation du couple, le 3 septembre. Aucune raison que tu le fasses toute seule, en fait, on est deux. Mais vas-y, on est tous les deux dans le cadre et tu le dis. Ça résume. C'est pas vrai. On bosse en fait, c'est pas. Putain. Ça résume assez bien. On s'est beaucoup amusé à faire ce petit teaser. J'imagine. On s'est dit, ça peut être marrant d'avoir. Il y a une seule phrase, c'est nous jouerons Ring, variation du couple, Théâtre de l'Œuvre, à partir du 3 septembre à 19h. Mais on n'y arrive jamais parce que le problème couple, de communication, le couple. Ouais. Et en fait, je crois que c'est à l'image du spectacle. Et effectivement, cette petite scénette résume assez bien les discordes qu'on peut avoir sur tout et rien en fait. C'est ça. Et en fait, c'est un spectacle où, voilà, dans le couple, parfois on rit, parfois on pleure. Et c'est ce qui se passe aussi dans le spectacle. Parfois on rit, parfois on pleure. C'est toute la complexité du couple. Et c'est là vraiment le génie de l'écriture de Léonore Confino, c'est qu'elle arrive à rentrer dans la complexité de ce que c'est un couple. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout ça est dense, il y a complexe, de la nuance, il y a des strates, il y a des voilà. Ouais. Et donc c'est passionnant chaque soir de se mettre dans les peaux de ces différents personnages qui s'appellent tous Camille. Donc. Oui, ça c'est assez rigolo aussi d'ailleurs. Voilà. Au début on est un peu déconcerté. Camille, il sortait de qu'est-ce que c'est en fait, effectivement les deux personnages s'appellent Camille. Ouais. Comme ça c'est réglé, ils s'appellent tous Camille, il y a un lien. Et vous qui avez beaucoup joué au théâtre, ça faisait peut-être longtemps que vous n'étiez pas venu sur ce registre-là de la comédie. Vous étiez dans des choses un petit peu plus dramatiques, un peu plus intenses. Ouais. Enfin non, pas intense parce que c'est très intense cette pièce. C'est pas le bon mot, mais dramatique on va dire. C'est vrai. Qu'est-ce que ça vous fait du coup cet effet de retrouver le rire du public cette fois, parce que vous avez l'habitude des comédies, mais plutôt peut-être en fiction, moins forcément sur scène. Vous avez raison. C'est marrant parce que le rire du public, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance d'éprouver assez vite. La deuxième année de ma vie que j'ai commencé le théâtre, donc j'avais 18 ans, et on a monté à l'école un FEDO, le système Rébadier, et du coup là effectivement le rire en plus des camarades de classe, ça a été quelque chose d'assez fort très vite. C'est-à-dire que moi j'étais pas du tout le cool de la classe ou quoi, j'étais plutôt un suiveur, et là tout d'un coup de me rendre compte que je faisais partie de ceux aussi qui pouvaient faire rire, ça a été un truc assez fort et assez immédiat, et donc de retrouver ce plaisir là aujourd'hui, bien sûr que c'est très joyeux. Alors dans les deux spectacles précédents que j'ai fait avec Benoît Solès, donc La Machine de Turing et La Maison du Loup, en effet, c'est pas des spectacles d'humour, mais il y a des moments qui prêtent à rire. Là, c'est vrai que dans Ring, il y a carrément des scènes de comédie. Oui, carrément. Et voilà. Et du coup, c'est il y a des salves de rire là. Des fois, il y a des respirations parce qu'il se passe des choses. On peut pas tout révéler au public, mais il y a des salves de rire. Ça reste une comédie. Donc, ouais, bien sûr. C'est très joyeux. Ouais, c'est sympathique de revenir à ces premières sensations là. Du coup. Ah ouais. Oui, parce que moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime pas dans ce métier, c'est le snobisme qu'il peut y avoir sur ça, justement sur la différence entre le drame et la comédie, comme s'il y avait un art majeur, comme s'il y avait... Voilà, moi je trouve que tout se vaut. J'ai effectivement la chance
de passer d'une chose à l'autre et sans du tout critiquer l'un ou l'autre en aimant tout. Il n'y a pas de dans cet art, si tant est que ce soit un art qu'est le jeu, il n'y a pas de choses plus nobles que d'autres. Pour moi, en tout cas, je trouve que tout est beau. Tant que ça nous amène une sensation. Mais bien sûr, on est là pour ça éveille divertir. quelque chose. Exactement. Amener une émotion, divertir et voilà. Et c'est déjà bien. Effectivement. Et écoutez, en tout cas, on a envie d'en savoir plus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà vu, mais j'ai envie de donner envie à ceux qui nous écoutent. Et personne n'en parle encore mieux que le public. On a trouvé ça très bien. Très humoristique. Très drôle et à la fois très juste sur le couple. 2 comédiens quand même vraiment intéressants, vraiment formidables tous les deux. Oui, une performance, oui. Une sonographie particulièrement réussie aussi. Voilà. Et un texte bien écrit. Oui, voilà. Non, c'était vraiment fluide, enlevé. Oui. C'était très bien, on a beaucoup plu. Très bonne comédienne, très bon comédien. On a été enchantés. C'est une magnifique prestation des 2 côtés. Ils sont éblouissants tous les 2 et des répliques formidables. Donc c'est du vécu pour certaines répliques. Donc non, c'est très intéressant. Vraiment à féliciter vraiment chaudement. C'était super, on a adoré. Ce que j'avais dit, je les ai payés, bien sûr. Bien sûr. Ce que j'avais dit à Gina lorsqu'elle était venue sur ce plateau, c'est qu'à un moment dans la salle, lorsqu'on regardait le spectacle, il y a un moment où elle joue la maman, voilà, qui est épuisée d'allaiter. J'en dis pas plus. Ouais. Et donc il se passe une situation et il y a une dame juste devant moi qui dit « Oh, mais c'est tellement ça, mais tout fort !» Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que vous cueillez chacun à des moments différents. Et d'ailleurs, il y a des moments où les gens, j'ai l'impression qu'ils savent pas s'il faut rire ou pleurer en plus. Ah oui, parce que effectivement, il y a des. Tout à l'heure, vous en parliez. Il y a parfois on raconte de façon amusante des choses qui sont dramatiques, puis parfois on rentre complètement dans le drame. On raconte une tromperie, et voilà. Et donc il y a des larmes sur scène, il y a des trucs. Voilà, c'est pas que joyeux, mais encore une fois, comme dans le couple. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, tous les soirs, on entend les rires ou des réactions de gens qui se reconnaissent dans les personnages. C'est-à-dire que c'est un spectacle, je pense, qui est assez jouissif en tant que spectateur parce qu'on peut venir piocher sur scène des choses qu'on a vécues dans la vie. Voilà, j'ai un copain qui est venu il y a pas longtemps qui m'a dit, bah écoute, là j'ai 50 balais, j'ai coché pas mal de cases. Il a coché les cases des scènes de tout ce qu'il avait vécu. Et oui, forcément. Donc c'est bon, il est sur la route du couple normal. Enfin, c'est voilà. ça. Et effectivement, alors j'ai envie d'un peu mieux faire connaissance avec vous, cher Amaury. On va évidemment revenir sur cette pièce tout au long de l'émission, mais j'ai envie de jouer avec vous parce que je sens, à travers tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, que vous êtes un joueur. Alors je vais vous proposer qu'on s'impose chacun 3 mots qu'on devra caser dans cette émission au fur et à mesure de la conversation. Alors moi je vous donne les miens, comme ça vous met sur la voie et pendant ce temps vous réfléchissez à ce que vous avez envie de me proposer. Ça roule. Mais oui, c'est réciproque, évidemment. Alors je vais vous donner stratosphérique, abasourdi et pamplemousse. Voilà, je vous donne ce petit papier. Génial. Pardon. Parfait. À vous de m'imposer des cols. Rhododendron. Ah bah oui, voilà, on sent le joueur tout de suite. Cucurbitacé. Ah, on est quand même dans le registre du végétal là. On sent le développement durable du gars qui habite à la campagne un peu. Exactement. Et yuzu. Ouais, décidément. Voilà. Allez, c'est parti, on va essayer. Yuzu. Ok, bon, avant toute chose, comme tout invité que j'ai le plaisir de recevoir, je vais vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, pendant ce tapis rouge, vous pouvez intervenir. Vous avez un petit buzzer jaune devant vous. Si vous trouvez que je suis hors sujet ou que je raconte n'importe quoi ou que mes sources sont pas bonnes, pas de fake news au sein du Annabelle Show, vous faites sonner le buzzer. Ça roule. Je le teste. Il est prêt. Il marche. C'est assez jouissif. Hein. Voilà. Il est jaune comme un yuzu. Oh oui. Oh là là. Oui, parce que quand on case un mot, on entend ça. Bien sûr. Alors, cher Amaury, c'est parti. Vous reconnaissez ce générique ou pas? C'est Arte Caravif, non? C'est Notre Belle Famille. Ah, Notre Belle Famille. Ah oui, c'est ça. Et oui, Notre Belle Famille, puisque ce jingle, vous l'avez forcément entendu, vous êtes un pur produit des années 80-90. Ah ouais. Né dans une famille nombreuse, hein, comme dans cette série, avec 4 frères et sœurs,
dans le Wisconsin, non je déconne, dans la ville la plus déglingose de France, avec des rebelles au centimètre carré, des familles jacadis, des robes à smock, des bermudes à chaussettes et des promenades dans le parc du château, j'ai nommé Versailles 7-8 mon gars, bim, qu'est-ce qu'il y a? Alors vous êtes le combienième de la fratrie, comment ça se passe? Je suis le 3e, on est 4 et je suis le 3e. Combien de frères, combien de sœurs? J'ai un grand frère, une grande sœur et une petite sœur, mais mes parents ont divorcé et quand ma mère s'est remariée, elle a été avec quelqu'un qui avait lui-même 4 enfants, donc on s'est retrouvés à un moment à 10 à la maison. Donc j'ai vu juste, vraiment, c'est notre belle famille. Ouais. Notre belle famille, c'est un truc que j'ai beaucoup regardé. Je me souviens du générique je me souviens de la montagne russe. Là, avec le grand 8, exactement. Avec le grand 8, qui descendait comme ça. Ah ouais. J'ai beaucoup regardé aussi. Donc effectivement, ça nous rajeunit pas du tout. Et d'ailleurs, vous grandissez dans la candeur et l'insouciance de ces années, bercés au rythme des minicums et de... Ce fameux générique qui clôturait toutes les émissions du Club Dorothée. Moi, ce générique, c'est dingue parce que je regardais toujours c'est mon nom, même quand c'était pas mon anniversaire. Et on a tous regardé notre nom alors qu'on faisait même pas partie des fidèles abonnés du Club Dorothée, qu'on n'avait pas la carte de membre. Mais on a tous regardé, on y a tous cru. Et pourquoi ce générique en particulier? Et pourquoi pas le générique standard du Club Dorothée? Parce que dans 2 jours, vous aurez l'âge officiel du gars qui s'achète une moto sur un coup de tête ou qui veut faire un saut en parachute ou un trek au Pérou. La crise de la quarantaine. Alors, joyeux anniversaire en avance. Merci. Quoi de mieux que Dorothée pour vous le souhaiter. Voilà, j'ai envie de vous faire un petit kiff. Donc votre nom, Amaury de Crayencourt, ça fait très versaillien, c'est vrai. Ouais. Mais en réalité, c'est Amaury. Alors, je sais pas du tout le prononcer. Bonne chance. Clénewerk. Non, c'est pas ça. Clénewerk, ouais. Clénewerk, ouais, pas mal. Pas mal. Il faut le faire avec un accent, j'imagine, non? Non, Clénewerk, ouais. Clénewerk de Crayencourt, famille originaire de Belgique, et arrière-petit-neveu de la célèbre femme de lettres et académicienne, s'il vous plaît. Il y a la Yours, comme vous l'appelez affectueusement, Marguerite Yourcenar. Donc la culture et la curiosité, visiblement, c'est un truc de famille. C'est vrai que... Ouais. On vous en a parlé de cette grande tante? Oui, souvent, bien sûr, et c'est super. C'est vrai que c'est assez dingue d'avoir une illustre tante comme ça. Donc oui, bien sûr, on m'en parle régulièrement. C'est mon grand-père, Georges, qui l'appelait la Yours. Et effectivement, c'est un truc... Je me souviens d'un prof de lettres, une fois, qui m'avait un peu recadré en disant calme-toi, la Yours, tu te prends pour qui? C'est quand même la première femme à être entrée à l'Académie française, donc détends-toi un peu. Il savait pas que c'était votre... Si, quand même. Si, mais justement, il me disait... arrête de te la raconter. Oui, bien sûr. Bah oui, évidemment. Donc, à 18 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous commencez à faire du théâtre. À 17 ans peut-être même. 17 ans, ouais. 17 ans. J'ai bien retenu ce que vous avez dit. La 2e année, vous avez dit. Donc vous faites du théâtre dans la compagnie du Dahu. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie du Dahu? C'est Stéphane Simons, qui était mon prof de lettres à l'époque et qui avait fait cette compagnie, donc la compagnie du Dahu, qui était donc la troupe du lycée, quoi. Et moi j'étais en pension à Rouen. Ah. Et en fait, forcément, voilà, le soir, on se pose un peu la question de ce qu'on fait une fois que les devoirs sont terminés. Et donc il y avait cette chose-là, d'une troupe de théâtre. J'avais jamais fait de théâtre de ma vie, j'avais aucun rapport avec ça. Personne dans ma vie fait ça. Dans ma famille, je veux dire, fait ça. Mais le lapsus était assez révélateur. Ouais, c'est marrant. Oui, parce que la famille, c'est un peu la vie. Donc personne dans ma vie fait ça, quoi. Ouais, personne autour de moi était là-dedans. Mon seul rapport au théâtre, c'était vraiment les pièces qu'on est obligé d'aller voir, les sorties scolaires. On va voir les choses très académiques exactement. Et pas très amusantes sur le papier. Mais exactement. Et en fait, voilà, tout d'un coup, il y a une copine du lycée qui était dans cette troupe et qui me dit, bah tu sais quoi, il manque un personnage dans Le Visiteur d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc c'est le rôle de Dieu, tout simplement, qui débarque chez Freud. Quoi de mieux pour commencer le théâtre? Non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'elle me fait lire. Je dis, mais théâtre, moi j'ai jamais fait. Elle me fait lire le truc et la première didascalie donc dit, c'est Dieu qui débarque en smoking, quoi, en frac, qui fait un tour de magie. Il débarque par la fenêtre dans le bureau de Sigmund Freud. Je trouvais tout fou et je me dis, bah oui. En fait, bien sûr, assez rapidement, je me rends compte que je vais apprendre un tour de magie, que machin. Et puis voilà, et le texte était incroyablement bien écrit. Et ça a été, moi, ma porte d'entrée, même à la lecture, même si 17 ans, c'est quand même assez tard. J'avais lu des bouquins avant, mais c'est vraiment là où je me suis mis à vous avez savouré, en fait. Ouais. Voilà. Et puis vraiment à dévorer des œuvres entières, et celle d'Eric Emmanuel Schmitt notamment, où j'ai lu vraiment tout son théâtre et même tous ses romans à ce moment-là. Je me souviens de la part de l'autre. Tous ces livres-là, vraiment, j'adore. Eric Emmanuel, si tu nous écoutes. Ah ouais, bah ouais. Et puis, ne me remerciez pas si vous jouez avec lui. En fait, il y a une assez belle boucle qui s'est bouclée parce que l'année dernière, je jouais chez lui au Théâtre Rive-Gauche. C'est vrai. Et donc, c'était assez chouette de passer l'année avec lui quelque part dans son théâtre.
Donc il n'y a plus qu'à jouer un de ses textes. Ah ouais, ça ce serait cool. Ouais. Voilà, avec lui dans l'équipe, je veux dire, parce que là vous l'avez déjà fait. Donc ensuite vous enchaînez des rôles sur scène avec cette passion qui vous dévore. Puis dans des courts-métrages, vous intégrez aussi le centre de formation d'apprentis des comédiens à Asnières-sur-Seine. Ouais. Ça c'est un sacré nom, ça. Ça fait très footballistique. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un centre de formation, et donc c'est un centre de formation d'apprentis comédiens. Peut-être que maintenant il y en a d'autres, mais en tout cas à mon époque. C'était le tout premier CFA de comédien. Et du coup, le CFA, c'est génial, comme dans plein d'autres disciplines. C'est du travail en alternance. Donc, en fait, déjà, on est payé pour jouer. Donc, mine de rien, c'est le moment où, quand vous avez 20 ans, vous faites des petits boulots. J'ai pu arrêter de faire des petits boulots pour me concentrer qu'à ça. Mon dernier petit boulot, c'était veilleur de nuit dans un hôtel. Donc, c'était des trucs quand même assez crevants. C'est-à-dire que toute la journée, vous êtes en cours à travailler du théâtre. Et puis, le soir, vous allez... vous endormez au lieu de surveiller l'hôtel, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, cette école-là fonctionnait. Il y avait 2 ans de cours privés, donc de cours normaux. Et puis ensuite, il y avait on signait effectivement ce contrat d'apprentissage. Et là, c'est génial parce que donc, effectivement, on arrête les petits boulots pour se consacrer qu'à ça. En gros, le matin, on a des stages. Donc, on pouvait faire du chant, de la danse. C'est un peu de le la marionnette. Fame d'Asnières-sur-Seine, quoi. Ouais, il y avait un truc comme ça. Et puis, hyper complet sur la danse, le chant. Voilà, je sais pas, les instruments de musique, si on en faisait. On pouvait passer à l'écriture, à la lumière, à la mise en scène, plein de trucs, l'escrime. Il y a un truc un peu à l'américaine. Complètement. Ouais. Et c'est un truc qui est pas si courant en France. C'est vrai. Il y a des écoles géniales comme Le Coq qui travaillent beaucoup sur le corps et tout, mais souvent les écoles en France sont axées sur le verbe, sur le texte. Ouais. Et c'est vrai qu'Asnières, pour ça, c'est assez magique. L'après-midi, il y avait des répétitions. Et puis le soir, on était distribués dans les différents spectacles de la compagnie. On pouvait être amené à jouer un peu partout parce qu'il y avait un fonctionnement qui faisait qu'on coûtait moins cher que d'autres acteurs parce qu'on était des alternants, des apprentis. Voilà. Et donc voilà, donc c'était une formation géniale qui m'a beaucoup apporté. C'est assez révélateur en fait ce début de formation puisque maintenant on vous voit un peu dans tous les rôles possibles et imaginables et on vous imagine un peu dans tout. On se dit tiens, mais je vais y venir. Okay. Mais donc en 2010, vous faites un seul en scène dans l'opéra d'un sou et assez rapidement on va vous confier des rôles récurrents dans des fictions pas à un sou mais plutôt à gros budget. Alors le médecin dandy Drake Lamore, non je déconne, ça c'est dans Friends. Le docteur Grégory Derek dans Nos chers voisins, Thomas dans Parents en mode d'emploi, Superman dans Studio Bagel, le docteur Arthur Weiss dans César Wagner, Maxime propriétaire d'école dans Sam. Donc votre truc à vous, un peu comme une fringue volée dans un supermarché, vous n'avez pas d'étiquette. J'ai écrit un rôle de scientifique un peu sympa. On prend qui? Amaury. Je recherche un comédien pour faire le beau-frère connard. On prend qui? Amaury. Je monte une comédie musicale, il me faut le voisin timide un peu beau gosse. On prend qui? Amaury. Voilà. Pour un gars sans étiquette, vous collez bien à tous les rôles. Et en plus des tournages, donc on a le plaisir de pouvoir vous applaudir depuis des années au théâtre dans des énormes blockbusters. Donc le porteur d'histoire incontournable de Michalik, qui vous amène à comme le trousseau de clés de Passepartout vous a ouvert beaucoup de portes. La machine de Turing et avec Benoît Solès, avec qui vous avez encore travaillé après, avec aussi Tristan Petit-Girard dans La Maison du Loup, vous avez incarné Jack London. Que des petites productions qui galèrent, quoi, ou qui ont vite fait été récompensées par des Molières, connais pas. En fait, vous avez cette énergie espiègle de l'enfant qui a décidé de faire semblant de jouer des rôles dans la cour de l'école avec ses copains, et cet enthousiasme, il est vraiment très communicatif. Donc, votre truc, c'est plein de projets en même temps et des projets longue durée. En fait, si on devait résumer votre carrière en télé, au ciné, au théâtre, je dirais que vous êtes un libertin fidèle. J'adore. Ou un Don Juan durable. Avec vous, c'est beaucoup et longtemps. C'est raccord, non? Super, j'adore. Donc, ce chemin d'acteur vous amène de rôle en rôle jusqu'au plus beau d'entre tous. Car la talentueuse Baya Reaz vous offre en 2011 un rôle dans sa série Paris un jour 2. Et elle va tellement apprécier de jouer avec vous qu'elle vous offrira 2 autres rôles qui vous vont à merveille, celui de l'homme de sa vie et aussi celui du père de ses enfants. On a d'ailleurs énormément de plaisir à retrouver ces petites pastilles que vous tournez avec elle et vos enfants qui illustrent très bien la vie de famille. C'est assez hilarant. Alors on écoutera ça plus tard parce que j'en ai une que j'ai beaucoup aimé, enfin j'en ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé, mais on écoutera ça tout à l'heure. Rien que pour votre compte Instagram, c'est une petite caverne aux merveilles. Vous êtes un peu comme Aladdin, donc continuez à nous embarquer avec vous dans vos aventures sur votre tapis volant. Docteur, prof, dire allô, gentil, salaud. En fait, tout vous va comme un gant, quoi. Mais en attendant, les gants que vous enfilez dans Ring, variation du couple, sont taillés pour vous. Et cette comédie pleine d'émotions est à aller déguster sans aucune modération. Merci beaucoup, Amaury, d'être là. Avec plaisir. On en reparle de tout ça, de votre carrière, de toutes ces expériences très enrichissantes dans le Annabelle Show, dans la deuxième partie. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info avec Ethanit Bellec. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi.
Bonjour, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Le Hezbollah a lancé une salve de 50 roquettes contre la Galilée dans le nord d'Israël cet après-midi. Tzahal annonce avoir intercepté une partie des projectiles. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. La FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, accuse l'armée israélienne d'avoir visé son QG cet après-midi. 2 casques bleus ont été blessés. Ils auraient été visés par des tirs dans les localités libanaises frontalières de Ras al-Nakoura et de Labouné, où Tzahal combat le Hezbollah. Des organisations palestiniennes et néerlandaises déposent plainte contre les Pays-Bas. Elles accusent le pays d'avoir, je cite, échoué à empêcher Israël de commettre un génocide à Gaza et de violer le droit international. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée express chez ses principaux alliés européens. Une tournée qui vise à recueillir davantage de soutien face à l'invasion russe, des Russes qui progressent dans l'Est ukrainien. En France, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont en vigilance rouge crue en raison de la dépression Kirk qui a balayé une large partie du pays hier et provoqué des inondations et des perturbations dans les transports de plusieurs régions. 5 départements restent en vigilance orange. Enfin, le prix Nobel de littérature a été décerné à l'autrice sud-coréenne Han Kang qui écrit des poèmes et des romans en coréen. Cette écrivaine de 53 ans est récompensée selon le comité pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Han Kang offre ainsi à la Corée du Sud son premier prix Nobel de littérature. Merci Etanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la suite du Annabelle Show avec mon invité, le comédien multitalent Amaury de Crayincourt. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue à tous, nous sommes de retour dans le Annabelle Show avec le rayonnant Amaury de Crayincourt. On parle amour, on parle couple, on parle jeu, passion. Vous jouez actuellement donc dans Ring, variation du couple, au théâtre de l'Œuvre, écrit par Léonore Confino avec la savoureuse et puissante Gina Djemba. Alors on s'est quitté en faisant un petit aperçu de votre carrière déjà, avec ce tapis rouge. Et il y a un petit extrait, j'ai envie que le public découvre aussi un peu le créateur, j'ai envie de dire, et l'humoriste qui se réveille en vous. Si vous voulez aller découvrir vraiment toute l'étendue de l'art de Amaury de Crayincourt, abonnez-vous sur son compte Instagram. Un petit extrait de ce que vous pourrez y retrouver. Et les amours, vous me terminez ce gratin de choucaille, le graine de sésame, et après on fait une partie de molki dans le jardin? Oui, papa. Yes. Papa, je peux encore avoir du quinoa. Non, mais mon cœur, bien sûr que tu peux avoir du quinoa. T'es gourmande, toi, hein? Elle est incorrigible, celle-ci, elle est gourmande comme un chat. Et gardez un peu de place dans vos bidous, quand même, parce que je vous ai fait des gaufres au brocoli, moi, hein? Oui. Ah, ils adorent ça. Ils sont un peu foufous, là. Bon, allez, terminez tout ça, et après on finira l'aquarelle aussi, hein? On l'a pas terminé hier. Oui, papa. Ouais, ça c'est bon. Papa, enseignant peut manger des frites. Oui, c'est bon, mange tes frites, mais mets pas de la mayo partout comme d'habitude. Tu fais gaffe. Le film, papa. Je vais te le mettre, ton film, ça va? Ça fait 4 heures que tu regardes la télé, tu peux faire une pause de 2 minutes, non? Vous avez écrit un petit personnage comme ça qui revient régulièrement, du type qui a envie de montrer, un peu l'influenceur qui a envie de montrer sa superbe vie extraordinaire et parfaite. Et à chaque fois que vous coupez la caméra, en fait, c'est une catastrophe. Exactement. En fait, j'ai commencé ça pendant le confinement. Ma toute première vidéo, c'était en fait, parce qu'en fait, on était tous logés à la même enseigne. Donc, pour une fois, personne pouvait se la raconter sur les réseaux, à dire, regardez, comme ma vie est super. On avait tous la même vie à être enfermés chez soi. Et du coup, j'avais fait un truc où j'étais sur une espèce de natte de plage, un peu, avec un coquillage sur le côté, le cadre hyper serré, où je disais, pardon, désolé, je suis parti à la plage, bisous. Et puis ensuite, Baya, donc ma femme arrivait, attrapait le téléphone, décadrait, on se rendait compte que j'étais dans le local
colle à poubelle de chez moi. Et en fait, du coup, ça a toujours été ce truc-là, comme ce qu'on vient d'entendre. C'est hyper émouvant pour moi d'entendre mes enfants là, dans le casque, c'est génial. Et ils adorent jouer, on n'entend que leur voix à chaque fois, on les voit pas sur Insta. Vous les préservez. Oui, je préserve, mais c'est vrai que j'adore les entendre. Ils jouent hyper bien, c'est un super acteur. Comment vous faites d'ailleurs? Vous préparez le truc en amont avec eux, parce que c'est vrai qu'ils sont hyper dans le timing, dans la rupture. Ils sont à fond. Bah, c'est génétique, je crois. Non, mais franchement, ils sont avec Maya, à chaque fois on se le dit, on se dit ils sont meilleurs que nous en fait. Ils sont hyper bons et ils adorent. Et très souvent ils sont hyper naturels. Et très souvent si on reprend, parce que c'est rarement là. Moi je fais pas de montage, mes vidéos c'est à chaque fois. Oui, c'est un one shot. Voilà, c'est toujours ce principe effectivement du gars qui se la raconte un peu. C'est ce côté un peu effectivement influenceur de Instagram. Regardez, ma vie est super. Et à chaque fois il y a le cut, il y a le truc où souvent le principe c'est qu'il a oublié d'éteindre son téléphone. Oui, c'est ça. Il reprend le téléphone parce qu'il était posé. Il reprend le téléphone et là on se rend compte de l'envers du décor. Et c'est vrai que je m'amuse beaucoup. Et de l'imposture. Et je trouve qu'il y a tellement d'imposture sur Instagram que c'était marrant de la dénoncer un petit peu avec de l'autodérision. Et donc voilà, ouais, j'aime beaucoup faire ça. Et les enfants, c'est très marrant, quoi. Ils sont, donc comme il n'y a pas de montage, c'est que du one shot. Il faut que ce soit bien du début à la fin. Et régulièrement, quand on refait une prise, c'est pas à cause des enfants, c'est à cause de moi. Donc c'est assez marrant. Et surtout que Dieu sait que c'est compliqué de faire jouer des enfants des fois dans des fictions, etc. Donc ils ont un truc. Hein. C'est vrai que vous amusez souvent avec eux, avec votre femme. Et c'est vrai que c'est pratique d'avoir à la maison une actrice, réalisatrice, auteur. C'est pour pas cher, ça fait une bonne prestataire de service, j'imagine. Alors je reviens quelques instants sur cette fameuse pièce que vous jouez donc, Ring, variation du couple. Et c'est vrai que quand je suis venue vous voir, eh bien je suis tombée sur des gens qui avaient un message pour vous. Vous avez un message. Moi je le découvre, ces deux acteurs exceptionnels, une des meilleures autrices qu'on ait en ce moment dans le contemporain, donc voilà, c'est un moment magique, unique, singulier. Je rajouterais à ce qu'a dit Julien Boisselier que c'est riche, c'est créatif la mise en scène. Pendant une bonne heure et demie, il y a plein d'idées, plein de trouvailles, tout ça a un charme fou. Oui, j'ai pas parlé de la mise en scène, mais parce qu'on ne la voit pas, donc elle est présente et en même temps absente, donc c'est la plus belle qualité d'un metteur en scène. Il a su se mettre en retrait et laisser les acteurs et le texte devant. On comprend tout, c'est évident, c'est universel, c'est un spectacle magnifique. Waouh! C'est mon ami Julien Boisselier que j'adore et que j'embrasse, et Alexis Trégaro, le producteur. C'est très beau ce qu'ils disent. On s'est longuement parlé après. Je sais qu'ils ont beaucoup aimé le spectacle et c'est assez merveilleux. C'est là que je parlais tout à l'heure du côté populaire et exigeant, c'est-à-dire que ça plaît. Donc vos deux micro-trottoirs sont vraiment géniaux pour ça, parce que ça plaît à des gens, des spectateurs, je veux dire lambda, le public normal, traditionnel. Exactement. Et ça plaît aussi à des gens qui sont metteurs en scène, producteurs pros, et tout, comme on dit. à des pros, voilà, exactement. Et je trouve ça chouette, c'est-à-dire que d'arriver à atteindre tous les Oui, niveaux. c'est pas évident d'arriver à atteindre les deux en même temps, effectivement. Oui, parce que parfois on peut avoir un truc un petit peu élitiste comme ça, où les gens du métier vont dire oui, c'est très malin. Et puis voilà, et les gens du public vont pas s'y retrouver. Et puis parfois peut-être des choses l'inverse, ou c'est l'inverse. Pour les professionnels, ça sera un peu trop populaire à leur goût. C'est ça. Et là, je trouve qu'il y a un spectacle assez complet de ce point de vue-là. Et c'est hyper agréable. Certains spectateurs sortent carrément abasourdis. Wow. Je m'amuse à le faire. Voilà. Bien sûr, il faut. Je cherche encore comment caser la suite, mais je vais y arriver. Alors, puisque vous êtes joueur, mon cher, on va revenir sur vous, le petit Amaury. Ouais. Retour en enfance. Je dirais même le petit Bouzouk. Ouais. Comme vous appelez votre maman. Ouais, c'est le surnom que me donne ma mère. Ouais. Elle vous appelle toujours comme ça? Ouais, régulièrement. C'est un peu Bachi Bouzouk. Ouais, ça vient un truc de Tintin, ouais, c'est ça. Ça vient de Tintin, complètement. C'était une des insultes du capitaine Haddock. C'est ça. Et je pense qu'un jour, j'ai dû demander ce que ça voulait dire. Et tout simplement. Mais il n'y a pas si longtemps, je lui ai demandé d'où ça venait. Et à part de me dire que ça venait du capitaine Haddock, elle se souvient pas du moment où elle s'est dit ça je sera vais l'appeler Bouzouk. comme ça. Ouais. Mais c'est Bouzouk, ouais. Donc, du coup, cette fameuse enfance versaillaise avec plein de frères et sœurs. Comment vous vous sentiez dans cette fratrie, vous qui étiez au milieu Ouais. C'était quoi l'enfant que vous étiez? Alors en réalité l'enfance versaillaise elle a pas duré longtemps parce qu'à 3 ans on est parti
on est parti vivre à Bruxelles. Donc j'ai longtemps été à Bruxelles, en Belgique. Et puis après, le divorce de mes parents, là, on a été à Dreux, à Saint-Étienne, à Rouen. Du coup, ça a été une enfance qui s'est passée dans plein de milieux différents. Et ça, c'était hyper riche. C'est hyper riche et parce que ça m'a permis d'être dans l'observation. C'est-à-dire que j'ai été au collège, par exemple, j'ai été nouveau chaque année. Ouais. Vraiment chaque année, même mon année de 5e, par exemple. Je vois très bien. Voilà. Vous avez connu ça aussi? Oui, aussi. Voilà, mon année de 5e, par exemple, j'ai commencé à Feucherolles, ensuite j'ai été à Saint-Étienne et je venais de Dreux. Des milieux sociaux complètement différents, des écoles complètement différentes, passer même du privé au public. Et ça a été très riche parce que du coup, même des accents différents. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé de Belgique où j'avais passé 3 ans. Alors, j'avais pas un accent belge, mais j'avais forcément des expressions belges. Des intonations, des petites choses. Bien sûr. Et donc, d'arriver en 6e à Dreux, ensuite à Saint-Étienne, voilà. Donc, tout ça, c'est des accents si différents, même des personnalités, des blagues. Moi, quand je suis arrivé en France. Il faut s'adapter tout de suite. Il faut s'adapter. À s'intégrer, quoi. Exactement. Et du coup, je crois que ça a joué beaucoup ensuite dans ma pratique de votre métier. Du métier, parce que forcément, dans ce métier-là, il y a beaucoup d'observations. Et puis il y a beaucoup de premières fois en fait. Ouais, où à chaque fois vous intégrez une nouvelle équipe, des nouveaux gens, et en fait c'est un peu le même principe. Ouais, complètement. Et puis jouer un peu un personnage, parce qu'en fait quand tout d'un coup à la rentrée vous avez toute une bande qui fait ça va, tes vacances c'était comment, et que vous connaissez encore personne. Et puis si ça se trouve les bandes cool c'est pas du tout le même registre que le collège d'avant. Exactement. Donc il faut être une fois un skater, une fois un intello, une fois. C'est exactement ça. Et moi j'ai toujours été fasciné par justement les ados qui avaient un truc très défini, le gothique, le skater, le rasta, le truc. Parce que j'étais pas du tout ça. Moi j'étais justement à me fondre dans la masse. C'est assez marrant d'ailleurs qu'aujourd'hui je fasse un métier où il y a un besoin de projecteurs, de reconnaissance de trucs, parce qu'au contraire, vraiment pendant toute mon enfance. Vous étiez très discret. Ah ouais, et vraiment j'aimais pas. Il y avait quelque chose qui me terrorisait, c'était les salles de perm, quand on était, je sais pas, 200, ou même les salles de devoirs, là, les DS, les devoirs surveillés. Ah oui. Quand on était, je sais pas, plusieurs dizaines, voire centaines dans une salle, me lever pour aller au tableau, me lever pour aller déposer ma copie, j'avais la sensation absurde que tout le monde me regardait, se moquait de moi, machin. C'est marrant. Ah ouais, j'avais vraiment ce truc-là du regard des autres qui était très, très particulier. Et donc à ce moment-là, dans votre enfance, vous vous dites pas, enfin ça vous traverse pas l'esprit du tout cette envie de jouer? Ah sûrement pas. Non, sûrement pas. C'est marrant. Mais avec quand même un truc. C'est-à-dire qu'il y a l'observation, mais après il y a très vite le jeu, l'amusement. C'est-à-dire que dans chacune de ces écoles-là où j'ai été nouveau, très très vite aussi, il y a eu la camaraderie très forte et très intense. Parmi mes meilleurs amis aujourd'hui, il y a des gens que j'ai connus à Saint-Étienne quand j'avais 12 ans. Et voilà, d'ailleurs, mon noyau dur, mon noyau solide d'amis, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'adolescence. Certains à l'école Jules Ferry à Paris, d'autres à Saint-Étienne. Donc voilà, ça a été quelque chose de très... Donc très c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, un libertin fidèle. Ouais, mais je trouve ça très beau, ça, un libertin fidèle. Vous pouvez la garder, je vous la donne. Je ne demanderai pas de droit d'auteur à la CCD, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui caractérise votre culture à ce moment-là? Vous vous inspirez avec vos frères et sœurs. Je sais que vous avez eu une expérience qui vous a marqué. Parce que effectivement vous êtes de cette génération qui a connu cet essor des boys bands. Ben, bien sûr. En fait avec ma sœur on a 15 mois d'écart. Ma petite sœur Constance, que j'appelle Pupus, c'est ma Pupus. Chacun a son surnom. Eh ben, c'est Bouzou, voilà. elle c'est Pupus. Et Pupus, elle était fan de tous les boys bands. Et mes parents étant divorcés, quand on partait chez mon père donc en Belgique, on était tous les deux avec ma petite sœur. Forcément, on faisait les mêmes choses ensemble. Et pour un de ses anniversaires, mon père lui a offert à Forêt Nationale, je me souviens, à Bruxelles, des places pour les To Be Free. Et du coup, il m'a embarqué. Donc j'étais là, vas-y, trop nul, To Be Free, quoi, n'importe quoi. Et en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que les mecs débarquent en rappel. C'est des showman incroyables. Donc ça a été, du coup, là, j'avais 11 ou 12 ans. Et ça a été là une des premières expériences, mon premier concert déjà, concert de ma vie. Et j'y suis allé un peu les pieds rentrés. Et puis en fait, je me suis pris une claque de show. De performance. Un show de performance. Ouais. Et de performance hyper complète. C'est quand même drôle que je sois en train de parler de To Be Free. mais c'est vrai que la garder cette séquence. Mais ouais, non, mais c'est drôle parce qu'il y avait un truc montrer à vos enfants. hyper complet de mecs, voilà, des gymnastes, des machins. Donc voilà, ça a été c'est vrai, de mes premières expériences de show, de spectacle, où je me suis dit le divertissement, c'est vraiment cool. Et puis après, ça m'a. Et il y a toujours ce côté à l'américaine en plus, un petit peu. Ce truc très complet, effectivement. Ouais. Et bon, après, vous vous rebellez un peu, vous passez sur un autre registre. If you had 1
One opportunity. J'adore. On entend le bilingue en anglais là, que vous devez sûrement être. Et du coup, vous êtes dans un truc un peu plus dark. Et c'est vrai que vous aimez beaucoup le rap. Ouais, en fait, ça a été un choc. Le rap, ça a été vraiment un vrai choc. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai vraiment grandi dans un truc très versaillais, très voilà. Quand Au j'étais lycée. Voilà, quand j'étais à Bruxelles, on était dans une école qui s'appelait les Servites de Marie, où on était en petit uniforme et tout. Donc voilà, et donc évidemment que le rap était très très loin de tout ça. Et mon premier choc de rap, ça a été l'école du micro d'argent à Yam. J'avais le CD et je me souviens, j'étais en 5e à Saint-Étienne et je me souviens avoir décortiqué le livret, lire chacune des paroles. Et vraiment, c'était drôle parce que j'ai étudié ce truc-là comme quelques années plus tôt. J'avais le livre de messe, quoi. Enfin, vraiment, il y avait un truc sacré. Ouais, sacré. Et puis, moi, j'ai tout de suite adoré l'insolence en fait du rap, cette chose pas polie. J'ai souvent lutté. Je suis hyper heureux, fier et content de mon éducation, mais c'est vrai que j'ai souvent eu à lutter, et spécialement dans le métier que je fais, contre ma politesse. Oui. Je trouve que c'est un métier où vous faut êtes pas être trop dans poli. les rails, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Moi, j'admire un mec comme Raphaël Quenard, par exemple, qui n'est pas poli. Ouais. Et je parle pas de respect, hein, c'est un mec qui est très respectueux, je parle de politesse, je parle de cette chose-là où on s'excuse un petit peu d'exister, on est un petit peu là. Raphaël Quenard, c'est un mec qui est là et je trouve ça génial. Et c'est vrai que le rap, donc j'ai découvert le rap effectivement avec l'école du micro d'argent, ça a été très important pour moi. Sniper, la Funky Family, voilà, la FF, c'est un truc que j'adore. Il y a vraiment des chansons entières que je connais par cœur et que j'adore. Et effectivement, ça détonne avec l'image que vous aviez. Ouais, complètement. Et puis c'est l'impertinence du rap, la poésie aussi évidemment. Et puis la chose un peu de revendication. Moi, j'adore Gravé dans la roche, la chanson de Sniper, parce qu'elle a un truc de on sait d'où on vient, on sait où on va. On se prend pas pour on sait pas quoi, mais par contre on croit dans nos idées. Et ça c'est quelque chose qu'il y a dans ce morceau là. Et je trouve ça assez c'est beau, quoi. Alors du coup, tiens, on va, puisque vous me parlez comme ça de cette ambivalence, de cette dualité de vous qui êtes à la fois sur les rails et pas dans les rails, on va faire un petit quiz pour en savoir plus justement sur les valeurs que vous ont donné votre famille, un peu. Quiz. Portrait craché. Alors, puisque vous venez d'une illustre famille, j'ai plus le nom belge, mince. Clénowerk de Crayencourt. Est-ce que vous pourriez me donner un trait caractéristique justement de la famille qu'on se passe de génération en génération? La famille, l'amour de la famille. Il y a vraiment un truc comme ça. On est un vrai clan. Voilà, là, que ce soit avec Vincent, mon grand frère, Astrid, ma grande sœur, et Pupus. On est un vrai clan. On a gardé ce truc-là. Et c'est vrai que quand je vois mes cousins, enfin les autres membres de la famille, il y a quelque chose de très clanique, fraternel. Et très fraternel, et que je retrouve d'ailleurs, et c'est assez génial, chez ma femme Baya Reyes, qui vient d'un tout autre milieu, mais qui a aussi ce côté, le côté clan. Ouais. Et ça, je trouve ça assez merveilleux de venir de milieux si différents et de se retrouver sur le clan. Donc à vous deux, votre arbre généalogique forme un beau rhododendron. Ah ouais. Waouh. Elle est venue de loin, celle-là. Elle est belle. Vous y attendiez pas. Pas du tout. Physiquement, vous ressemblez à votre père ou à votre mère? Mon père, je crois. Ouais. Moralement, cette fois-ci. Un petit mélange des deux, un peu plus mon père, je crois aussi. Ouais. On vous a souvent confondu avec Grégory Fitoussi, Bradley Cooper aussi parfois. Hey. Ouais. C'est cool, c'est oui, agréable. Ça va. C'est pas Sim. Oui, ça va. Parce que souvent les gens, quand ils vous disent ah ouais, tu ressembles vachement à, en général la réponse elle est pas ouf, mais, là, c'est cool. Ces deux-là ça va. Ouais, ça va. On valide. Justement, si vous étiez un atout physique. Un atout physique? Ouais. Ce serait quoi? Si vous deviez vous résumer un truc qui se dégage de vous. Mes enfants ont mes yeux et j'adore leurs yeux, donc j'ai envie de dire les yeux, mais parce que c'est ceux de mes enfants. Eh bah très bien. C'est tellement mignon cette réponse. Mes yeux parce que c'est ceux de mes enfants, mais c'est une réplique de film quoi. Un complexe. Ça peut être physique, moral, un accent, est-ce que vous voulez? Ouais, est-ce que c'est un vrai complexe? Je sais pas, mais j'ai les oreilles un peu penchées en arrière.
Bon, là, ça se voit pas, là. On s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on le voit. Voilà. Pas vraiment un complexe, mais voilà. Bon, bah, ça va. C'est comme ces gens qui vous disent les orteils. C'est le truc qu'on voit jamais. Ouais, c'est un très bon complexe, moi, je trouve, d'avoir un complexe des orteils. Si vous étiez une qualité. Une qualité. Il y a toujours ce truc, le truc d'entretien d'embauche où on dit je suis très perfectionniste. Non, en défaut, vous savez. Oui, non, c'est en je défaut, suis très perfectionniste. Mais ça vient après. Ça vient après. Alors, il faudrait que j'essaie de trouver un vrai défaut. Qualité, je crois que je suis généreux. Généreux, très bien. Ouais. Bah, effectivement, il y a besoin. Si vous étiez un défaut cette fois. Et ouais, voilà, c'est là que je peux pas m'échapper. Un défaut. Perfectionniste ? Non. Non, un J'adore défaut. quand le travail est bien fait. Vraiment, c'est très important. Non, j'en ai 1000 des défauts. Un défaut, je suis impatient. Ah, très bien. Ouais. Ah, on le sent dans votre énergie, c'est bien. Et effectivement, ça peut servir l'impatience justement quand on est impatient d'avoir une carrière, d'avoir une famille, etc. Ouais. Donc ça va, vous avez trouvé un bon truc positif, cool. Négatif en même temps. Ouais. C'est aussi un animal. Ah, trop cool, un animal. Un tigre. Je me la raconte, un tigre. Et non pas le crocodile que vous avez sur votre pull. Non, il est discret. Hein. Il est discret, je l'avais pas vu. Si vous étiez un parfum. Un parfum. Je vais dire un des premiers que j'ai eu, c'est comment il s'appelle, Fahrenheit. Ah oui. Le truc qu'on a tous eu quand on était ado. La pub. Ouais. 55. Ouais, exactement. Non, celui que j'ai beaucoup eu aussi, et justement ça correspond, c'est Booster Lacoste. Ça c'est un parfum que j'ai beaucoup eu. C'est pas pour faire de la pub. Alors, excusez-moi, mais est-ce que vous cesseriez pas de rentrer dans l'écurie Lacoste comme Pierre Ninet? Auquel cas. En plus, là, vraiment pas, c'est vraiment. Ça vous irait bien. Hein. Ouais. Je vous vois bien le faire. Hein. Si vous étiez une émotion. Une émotion. Ouais. Oh, la joie. Ah, bah oui. Bah ouais. Bonne réponse. Et si vous étiez un spectacle. Un spectacle. Quel genre de spectacle ou un spectacle en particulier? Je serais un spectacle pluridisciplinaire. Je trouve que c'est un truc qui a pas assez. Une fois, j'ai vu un spectacle de sortie de promotion du CNAC, qui est l'école du cirque, et c'était dingue parce qu'on a l'impression de voir des super héros. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui faisaient du machinois ou du trampoline ou du trapèze, tout en récitant du Racine, et c'était hallucinant. Donc, je serais un spectacle, voilà, comme ça, un peu avec plein d'arts différents. Ouais. Donc polyvalent. Cabaret, ouais. Comme ce que vous êtes, quoi. Ouais. Dans une autre vie. Vous ressembleriez à qui ou à quoi? Je sais que la première fois que j'ai exprimé l'idée de faire un autre métier, j'étais tout petit, c'était à Bruxelles. Et je me souviens que c'était une pub pour Médecins sans frontières qui passe à la télé. Et je me souviens que je m'étais retourné vers ma mère, je dis je vais être médecin sans frontières. Donc peut-être que j'aurais pu être médecin sans frontières. Ce qui est un rôle d'ailleurs qui revient souvent. Je fais toujours des médecins. Soit des médecins, soit des connards. Voilà, c'est au choix. J'ai pas encore fait le médecin connard, je crois. Mais le rôle que vous avez là dans l'Heureux élu qu'on retrouve au cinéma actuellement, énorme connard. C'est un peu un connard, voilà, c'est ça. Hein. Donc on vous retrouve actuellement dans l'Heureux. Là, j'en profite pour parler un peu cinéma. Vous êtes dans l'Heureux élu actuellement, avec à l'affiche donc Camille Lelouch, Gérard Darmon, Michel Larocque. Ouais. Et donc vous êtes le beau-frère connard. Exactement. Et Lionel Ardogan aussi. Toujours un beau-frère connard quelque part. Ouais, et c'est jouissif à jouer. C'est vraiment génial. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait le film de Johan Dionnet, donc qu'on a tourné à Avignon cet été, qui a joué avec Rolly Milstein, etc. Exactement. Voilà, et dans lequel je fais aussi un connard. Et j'en parlais avec lui et il me disait mais tu sais, les vidéos que tu fais sur Instagram, mine de rien, peuvent mettre un peu sur ce chemin-là. Et en effet, dans les vidéos que je fais sur Instagram, il y a aussi un peu parfois ce côté. C'est un bon connard. C'est ça. L'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Exactement. Et du coup, je pense qu'à mon avis, il y a un petit peu de ça qui passe en fait dans l'inconscient un peu des gens. Mais j'adore. L'Heureux élu, vraiment, allez le voir au cinéma, c'est en ce moment et c'est vraiment très très drôle. C'est jouissif à faire. Je fais vraiment. Mais c'est les meilleurs rôles, les rôles des méchants. C'est génial parce qu'en fait, on fait des choses on a tous des petits côtés un peu mauvais gens à l'intérieur et ces rôles-là permettent de d'éclore nos mauvais côtés. Exactement. Justement, je trouve que ça correspond bien avec ce que vous avez dit de vous. Ce côté, il faut être poli dans les clous et en même temps là ça vous permet de vous lâcher, de donner autre chose de vous-même. Complètement. Et donc l'Heureux élu au cinéma actuellement. Alors j'ai envie de revenir, puisqu'on parle de cinéma, qu'on a parlé de théâtre, j'ai envie de revenir sur ce chemin vers la route du succès. Le parcours. Donc vous avez raconté ce fameux centre de formation
qui vous a mis vers la voie de cette polyvalence. Et puis ça revient souvent, ce côté polyvalent qui est en vous, puisque effectivement vous seriez un spectacle polyvalent, vous aimez jouer un petit peu tout. Et donc vous avez eu comment ça s'est passé une fois sorti de ce centre de formation? Vous avez pu jouer, etc. Ça vous a mis assez rapidement donc dans le milieu professionnel? Ça vous a permis de faire des rencontres assez rapidement? Oui. Déjà, en fait, il se trouve que donc Alexis Michalik avait une très bonne amie qui était dans ma promo et du coup, il venait régulièrement voir les travaux d'élèves. Et puis un jour d'ailleurs, il m'a dit oui, c'est con que j'ai déjà plein de potes dans ton emploi parce que sinon j'aurais bien travaillé avec toi. Qui était à la fois ta gueule, cool. Mais il me l'avait quand même dit. Et en effet, je sors en août 2010 d'Asnières et en janvier 2011, il me propose le porteur d'histoire. Donc en fait voilà, il avait quand même besoin de mon emploi et de moi en l'occurrence. Et j'ai fait 7 ans de porteur d'histoire à la sortie de l'école. Alors évidemment, entrecoupé de plein d'autres choses, mais en gros, pendant 7 ans, il a été question de ce porteur d'histoire et cette pièce-là m'a tout apporté. Tout. Même ma femme, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Vraiment tout. Beaucoup de gens sont venus vous voir et vous ont repéré pendant ces 7 ans. Ouais. Éric Rochant est venu voir le porteur d'histoire en 2013 et puis ensuite j'ai fait le bureau des légendes. Alors pour rappeler au public, le porteur d'histoire, c'est quand même un énorme succès théâtral qui a aussi propulsé Alexis Michalik. Ah ouais, complètement. Ça a été son premier gros succès, mais gros succès. C'est-à-dire que ça a atteint c'était un succès vraiment stratosphérique. C'est-à-dire et en effet, Alexis, il a ce talent dingue c'est-à-dire que tous les spectacles qu'il a créés ensuite sont en ce moment à l'affiche à Paris. C'est fou. C'est inédit. C'est celui qui bat le record des droits d'auteur SACD. Il n'y a pas de... Bien sûr. Bien sûr. À la SACEM, c'est Goldman. À la SACD, c'est Michalik. Bien sûr. Et c'est voilà, ce qui fait génial. Et effectivement, il fait travailler tout Paris parce qu'on est... Moi, à la fin, j'ai arrêté en juillet 2018 quand j'ai commencé la machine de Turing. Et en juillet 2018, on était 7 sur mon rôle. Voilà, il y a une espèce de turnover incroyable. Il y a une vraie famille comme ça chez ça vous permet aussi de rencontrer plein de comédiens avec qui vous pouvez être amené à travailler par la suite. Mais bien sûr, et puis parmi mes grands amis, j'ai des gens que j'ai rencontrés sur le porteur d'histoire. J'ai fait des voyages au bout du monde avec le porteur d'histoire. Je suis parti jouer à Tahiti, au Liban, en Nouvelle-Calédonie, partout en France, en Suisse. Enfin, c'est des aventures extraordinaires quand c'est ça. J'ai eu la grande chance de le revivre après avec la machine de Turing. Ouais. C'est rare, c'est vrai, de vivre 2 fois d'affilée des aventures comme ça aussi fortes. Et puis aussi dans la durée. C'est ça. C'est vrai que le théâtre, c'est des choses quand ça se passe aussi bien qui s'inscrivent dans la durée. Donc c'est vrai que quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Et là, c'est le cas. Et ouais, il y a vraiment eu ça a été des grandes aventures. Ouais. Et du coup, ce sens de l'observation que vous avez acquis quand vous étiez plus petit, ça vous a vraiment appris à vous fondre dans ces différents milieux. Et comment justement vous êtes passé, vous avez d'abord commencé par le théâtre et ensuite c'est venu plutôt l'écran, justement en vous voyant sur scène? Ouais, en fait... oui, alors en fait, si là, j'allais revenir à avant quand j'ai découvert tout ça, mais si je parle vraiment de métier, mes premiers, voilà, quand ça a commencé à être vraiment sérieux, j'ai fait beaucoup de courts-métrages d'école. En fait, avant de rentrer à Asnières, je suis arrivé à Paris, j'étais donc à Rouen en pension, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à taper casting sur Google et là, je suis tombé sur toutes les propositions qu'il y avait. Je me suis inscrit sur un site qui s'appelle book.fr. Je sais pas si ça existe encore ce truc-là, mais c'est génial. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et là, en fait, très vite, j'ai fait plein de choses, mais très très variées, un peu de pub, un peu de doublage, un peu voilà. Mais je me rendais bien compte que j'avais pas une formation assez solide, donc c'est ensuite que je suis allé à Asnières. Mais pendant ces années-là, avant Asnières, entre 2004 et 2007, je mettais mon CV dans plein de, enfin CV qui était vide, hein, mais ouais, je mettais mon nom et mon numéro dans plein d'écoles, donc le CLCF. L'Écart, l'ESRA, la FEMIS, toutes ces écoles de cinéma, et j'ai fait plein de courts-métrages comme ça d'école. Donc j'ai commencé à tourner un peu en même temps que j'ai commencé à faire du théâtre. Et après, mon premier projet vraiment sérieux en télé, en tout cas rôle récurrent, c'était Nos chers voisins. Dans lequel beaucoup de gens vous ont découvert, bien sûr. Oui, ouais, parce que ça a été un truc qui a été très, 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 très vu. On tourne plus maintenant depuis, je sais pas, enfin, ça a duré 5 ans et on ne tourne plus depuis au moins 6 ans. Mais ça continue à diffuser sur TMC, c'est ça? Exactement. Voilà, écoutez, on vous retrouve sur TMC, on vous retrouve partout. Vous pouvez pas le louper, c'est Amaury de Créancourt, il est sur TMC, il est aux têtes de l'œuvre.
Il est au cinéma, donc si vous le loupez, c'est que vous habitez pas sur la bonne planète. Donc on vous retrouve dans quelques instants après le journal pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie de cette émission. Revenez avec vous, Amaury Crélincourt. Et tout de suite, on passe au journal avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Bienvenue à tous, il est 16h, c'est le journal de l'info avec Etanit Belaïch. On ouvre ce journal sur la guerre qui se poursuit en Israël, en particulier sur le front nord. Le Hezbollah a lancé une 50aine de roquettes contre la Galilée cet après-midi. L'armée israélienne a intercepté une partie des projectiles, tout comme un drone qui traversait le territoire libanais en direction de la région. Ce matin déjà, des dizaines de roquettes ont été tirées contre la Galilée. Une maison a été impactée à Margaliot sans faire de blessés. La force intérimaire des Nations Unies au Liban accuse l'armée israélienne d'avoir visé son QG cet après-midi. 2 casques bleus de cette force onusienne déployés le long de la frontière israélo-libanaise ont été blessés. Ils auraient été visés par des tirs sur 3 positions selon un porte-parole de la FINUL. Les positions se trouvaient à Ras al-Nakoura et à Labouné dans le sud du Liban où les troupes israéliennes combattent le Hezbollah. Pour l'heure, Tzahal n'a pas réagi à ces accusations. Le ministre français des Armées appelle l'État hébreu à mener une riposte proportionnée au Liban. Le risque de guerre régionale est bien là, a assuré Sébastien Lecornu ce matin. Le ministre a jugé le Hezbollah décapité, désorganisé, mais toujours équipé. Écoutez. Les capacités militaires sont toujours là, très amoindries, probablement la moitié. Difficile évidemment de donner des chiffres qui soient précis, mais les arsenaux sont là, soit de type balistique, soit évidemment des arsenaux plus individuels. Et de fait, pour être techniquement précis, le Hezbollah militairement n'est pas le Hamas. Et que c'est pour cela que je dis aussi que nos amis israéliens ne doivent pas être grisés en quelque sorte par des succès tactiques performants récemment, mais qui laissent quand même entrevoir quelque chose de difficile. Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées au micro de France Inter. Du côté de la bande de Gaza, l'armée israélienne a ciblé des terroristes cachés dans une ancienne école située dans le centre du territoire. La frappe contre l'école Roufaïda Inder el-Bala visait un poste de commandement utilisé par des terroristes dans l'enceinte du complexe. Par ailleurs, ce matin, Tzahal a abattu un drone lancé depuis Gaza vers Israël alors qu'il traversait la frontière. 5 citoyens arabes israéliens liés à l'État islamique ont été arrêtés pour avoir planifié un attentat à la voiture piégée contre le centre commercial Azrieli à Tel Aviv. Originaire de Taïbé, dans le centre d'Israël, ils formaient une cellule terroriste liée à Daesh. Pascal Sunshine. C'est à la suite d'une enquête minutieuse que la police et le Shin Bet ont appréhendé 5 Arabes israéliens de Taïbé qui avaient prêté allégeance à Daesh. Ils ont reconnu avoir projeté de faire exploser une voiture piégée à Tel Aviv qui devait détruire le centre commercial du complexe Azrieli. Ils avaient commencé à étudier la quantité d'explosifs nécessaires et ils ont été arrêtés en possession de fusils d'assaut et de munitions. Ils ont été appréhendés alors qu'ils n'en étaient qu'à la phase préliminaire de leur plan. Les 2 leaders de la cellule terroriste ont reconnu avoir déjà engagé des contacts avec Daesh. Ce n'est pas la première fois que des citoyens arabes israéliens projettent ou commettent des attentats au nom du groupe État islamique. Ceux qui se radicalisent en tant qu'arabes israéliens sont souvent plus perméables à l'idéologie de Daesh, alors que dans les territoires palestiniens, c'est celle du Hamas qui reste largement dominante. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. En France, après le passage de la dépression Kirk sur l'Hexagone, plusieurs départements sont toujours menacés par des risques de crues. La Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont particulièrement concernés. Ces départements ont été placés en vigilance rouge pour crues par Météo France. 5 autres départements sont eux en vigilance orange. l'Aisne, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée. À noter que 48 000 foyers demeurent privés d'électricité à l'heure actuelle. Le Premier ministre va dévoiler à partir de 18h
son projet de budget pour 2025 en Conseil des ministres. Préparé en extrême urgence et présenté en retard en raison de la dissolution, le projet a pour ambition de réaliser 60 milliards d'économies pour redresser les finances publiques. Du sport pour terminer ce journal avec du football et un match de Ligue des Nations, match France-Israël qui se jouera ce soir en Hongrie. Pour la 5e fois de suite, l'équipe israélienne de football jouera un match à domicile qui n'aura pas lieu sur ses terres. À partir de 20h45, c'est à la Bozyk Arena de Budapest qu'elle affrontera les Bleus dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, organiser des rencontres de l'équipe nationale dans le pays est jugé trop risqué. L'équipe de France s'avance en tout cas ultra favorite face aux Israéliens. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie du Annabelle Show avec Amaury de Crayencourt que vous retrouvez en ce moment même au Théâtre de l'Oeuvre pour Ring, variation du couple. Radio J. Ça va ? Bonjour, c'est Steve Lazare. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le Annabelle Show. Nous sommes en très bonne compagnie avec Amaury de Crayencourt, le comédien enthousiaste, joyeux, polyvalent, qu'on retrouve actuellement au Théâtre de l'Oeuvre dans Ring. Alors, on s'est quitté avant ce journal en parlant de votre découverte de la caméra. Et donc, on est revenu sur ce moment où vous avez atterri dans cette grosse machine, nos chers voisins. C'est là que des gens ont pu commencer à vous reconnaître. Effectivement, encore une fois, on retrouve ce même schéma que dans le théâtre. Vous arrivez dans des projets de manière assez durable et c'est des expériences assez intéressantes. Ouais, j'ai de la chance depuis nos chers voisins d'être toujours récurrent dans des séries. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, il y a un lien qui se crée. C'est aussi des rencontres avec plein de réalisateurs tout le temps. Et moi, j'adore les rebonds comme ça d'un projet à l'autre. Là, par exemple, je retrouve Gilles Alma, avec qui j'ai fait 4 ans de nos chers voisins et puis 5 ans de César Wagner. Et je le retrouve dans une nouvelle série qu'on tourne à partir de la semaine prochaine. Ah, génial. Réalisée par Stéphanie Pilonka. Stéphanie, avec qui j'ai fait Le Souffle du Dragon il y a 2 ans. J'adore ces rebonds-là. Voilà, j'adore quand on se retrouve d'un truc à l'autre. Je trouve ça assez génial. Et effectivement, la récurrence permet ça. Donc c'est vrai que je suis pas assez de... Et à la fois, le fait que vous soyez encore comme ça sur des projets différents, ça permet que vous n'ayez pas cette fameuse étiquette qui des fois dessert les comédiens. Bien sûr. Parce que souvent, quand on a un rôle récurrent, c'est très difficile de s'en détacher. Oui. Et vous, le fait comme ça, d'être à la fois au théâtre, dans plusieurs projets, d'avoir plusieurs rôles différents, on vous associe à beaucoup de choses et donc on vous catalogue pas dans un registre en particulier. Ouais, je crois que c'est jamais évident d'avoir conscience de son image, mais je crois que je brouille assez bien les pistes et que j'ai pas une image. Je pense pas être catalogué dans une chose en particulier. Alors vous me faites penser au comédien Bryan Cranston. Qui jouait dans Breaking Bad et aussi dans Malcolm, et qui a ce talent aussi de pouvoir passer comme ça du comique mais vraiment à fond les ballons à quelque chose de très grave. Et c'est vrai que de la même manière on peut comme ça l'identifier à plein de registres différents. Donc j'adore la comparaison. Écoutez, voilà, c'est un acteur que j'aime énormément. Donc voilà, vous me faites penser à ce genre de dynamique là et de carrière, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Il a dit un truc une fois en interview qui m'a vraiment fait avancer. Il racontait un truc qui lui-même l'avait fait avancer. Il disait que parce qu'il a cartonné vraiment relativement tard au final, mais il a toujours fait ce métier-là, et il disait qu'en fait pendant tout un temps, quand il passait des castings, quand il passait des essais, il essayait toujours de se raccrocher à quelque chose d'autre que le jeu. C'est-à-dire tout d'un coup, qui réalise « Ah ok, je vais essayer de lui envoyer un message. C'est qui a écrit ? Ah super, je connais un pote qui le connaît. » Et à un moment, il s'est dit « En fait, stop. Moi, mon travail, c'est d'arriver, de proposer un personnage, de le jouer.
bonjour, je joue mon De personnage. faire une proposition et de partir, ouais. Et voilà, et c'est tout. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, de pas être dans. Parce que forcément, ça vous parasite au final. et ça sert à rien parce qu'en plus, voilà, on correspond ou on correspond pas. En fait, au bout d'un moment, la question d'être bon ou mauvais, j'espère quand même est balayée. A priori, on travaille assez pour faire de bons castings, de bons essais. Et la seule question, c'est est-ce qu'on correspond ou pas. Ouais, est-ce que c'est vous, c'est pas vous, tout simplement. Et du coup, il faut arriver à se tranquilliser avec ça. Et je crois maintenant, là, j'ai 40 ans bientôt, je crois être un comédien Dans de 2 plus en jours. plus- Dans 2 jours. Tic-tac. Je crois être tranquille. Je crois être assez plus serein, plus tranquille. Et c'est vrai que l'expérience et le fait qu'on vous ait légitimé à travers des rôles comme ça, dans des fictions, dans du théâtre, dans la longue durée, ça permet aussi de cette tranquillité d'esprit, j'imagine. Bien sûr. Et donc c'est vrai que vous avez exploré beaucoup d'univers et notamment vous aimez aussi chanter. Ouais. Vous êtes un fan de comédie musicale. Ouais. Et vous avez un duo aussi pour les enfants qui s'appelle Domiti et Amaury. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous aimeriez aller justement parmi toutes les cordes que vous avez à votre arc dans une production de comédie musicale ou dans un film à la Hugh Jackman Complètement. Hugh Jackman, j'adore ce qu'il fait quand il est maître de cérémonie là. Ouais. Alors Grease, effectivement, c'est un film que j'ai vu, je sais pas, 48 milliards de fois. J'avais vraiment la cassette vidéo que je mettais. J'avais dans ma chambre quand j'étais, je sais pas, j'avais 17-18 ans par là, un télé avec magnétoscope intégré. Vraiment, je me mettais la cassette, je connaissais tout par cœur. Ouais, j'adore la comédie musicale, j'adore cet art-là. Une des premières fois que j'ai eu une claque de comédie musicale, c'était à Londres. Je suis allé voir Fame. Et là, putain, on voit. On revient à Fame quand même. Bah ouais, exactement. Je voulais placer. Exactement. Il y a pas de hasard. Ah ouais, et je me souviens d'avoir vu ce gars qui tout d'un coup joue un rôle. Il fait une scène, toute la salle est morte de rire. Je dis ok, donc lui c'est le comédien, c'est le rigolo de la bande. Après on lui lance un saxo, il attrape un saxo, il fait un morceau de ouf. Je fais ah ben non, en fait c'est le musicien de la bande. Puis après il commence à danser, sa jambe est là-haut. Je fais non, en fait c'est le danseur. Et voilà. Et en fait je me suis dit il fait tout. Il fait tout et ça c'est génial. Donc ouais, j'ai eu la chance pendant on a fait une dizaine de livres CD pour les enfants avec donc Domiti et Amaury. On a repris des chansons françaises. On a eu la chance, Domiti avait réussi à mettre le pied dans les alliances françaises. Donc on s'est retrouvés comme ça à chanter à New York, en Chine, en Corée. Génial. Ouais, on s'est retrouvés dans des lieux fous, à Shanghai notamment, un lieu qui s'appelle le Shoak, qui est leur philharmonie à eux. Sauf qu'en fait, le Shoak, c'est une espèce de... En fait, c'est comme s'il y avait la philharmonie, et puis comme c'est comme une fleur, et autour, chaque pétale, c'est une autre philharmonie à chaque fois. Donc c'est une espèce de truc colossal. Et on a joué devant 2000 enfants là-bas. On a chanté nos chansons. 2000 enfants. 2000 enfants qui font ce truc-là. Et ils étaient sages. C'est le truc des jambes là. Ouais, bien qu'il y a sûr. dans les concerts. Ouais. Et en fait, 2000 personnes enfants qui font vibrer la salle. Ça doit être une sensation extraordinaire. Et c'est vrai que je chantais. J'ai eu la chance aussi de faire une version de West Side Story au Zénith de Grenoble. Et là, pareil, ce truc-là, des concerts, quoi, le mouvement des jambes, le truc. Et je me souviens de Salut où je me mets à pleurer, quoi. Il y a un truc très fort, très puissant. Vous jouiez quoi? Vous jouiez qui? Baby John dans West Side Story. Et ça, c'était ouais. Moi, j'adore ça. J'adore chanter ce truc du show. En fait, je trouve ça vraiment trop cool. Ouais. C'est sûr. Ce truc du show. Et qu'on n'a pas forcément partout. C'est quelque chose de très anglo-saxon. Et c'est vrai que vous avez quand même réussi dans votre carrière à retrouver ça, que ce soit, encore une fois, au théâtre, avec notamment des grosses productions. Il y a ce côté quand même chaud dans les spectacles dans lesquels vous allez, même là avec Ring. Ouais. C'est une performance. Donc c'est vrai que ça allie un peu comme ça toutes ces disciplines. Et c'est vrai que c'est important. Vous avez déjà eu envie d'écrire vous-même? Parce que quand on voit vos petites pastilles que vous faites, il y a un travail d'écriture derrière en fait. En fait, à chaque fois, je dis non, moi j'écris pas, je saurais pas quoi écrire. Mais en fait, c'est vrai que l'autre jour, je me suis dit, en fait, depuis 2020, je fais ces petites vidéos. Oui. Alors, c'est pas un rendement énorme, je dois en faire une par mois, j'en sais rien. Mais mine de rien, j'écris, c'est vrai, pour ces trucs-là. Il y a un petit côté par mode d'emploi dans lequel vous avez joué aussi, ou scène vrai. de ménage. Enfin, il y a un petit côté comme ça. Non, c'est vrai qu'il y a un petit pastille, travail d'écriture. Ouais. Mais je vis avec une scénariste, une autrice, donc qui est réalisatrice et qui est aussi qui est actrice d'abord, mais qui a aussi ses autres cordes à son arc. D'ailleurs, qu'on peut aller voir dans C'est pas facile d'être heureux quand tout va mal. La pièce quand de on va Rudy mal, Milstein. Parce qu'on recevait hier Alexis Trigaro, donc le producteur. Ah, génial. Et on a reçu Rudy Milstein et la pièce est extraordinaire parce que je l'ai vu également. C'est très 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 drôle. Ça a gagné le Molière de la meilleure comédie l'année dernière et du meilleur auteur pour Rudy Milstein. Les acteurs sont dingues. Baya Reaz est extraordinaire dedans. C'est vrai qu'elle a un rôle fantastique de pétage de plomb. D'ailleurs, j'aimerais souligner, vous aussi, dans Ring, une scène extraordinaire
voilà, de trahison, j'en dis pas plus. Ouais. Mais alors, vous avez une partition à ce moment-là qui est magistrale. Donc vraiment, rien que pour ça, il faut aller voir Ring, variation du couple. Alors, justement, ça tombe bien, on parle de Baya Reaz, qui est votre femme. Et c'est vrai que pour vous, il y avait ce sens de la famille, cette valeur famille. Eh bien, c'est pas forcément évident d'allier à la fois ses carrières artistiques avec la famille. C'est quelque chose qui était important pour vous de réussir comme ça à combiner les deux. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de sérénité, tranquillité. Ce qui est super dans là où j'en suis en ce moment professionnellement, c'est que je fais effectivement des projets qui me plaisent, des projets cool, mais sans être non plus dans des trucs où je pars 6 mois tourner à l'étranger sans voir ma famille. Voilà, je fais des choses qui me permettent d'être beaucoup avec mes enfants et c'est très important. Moi, c'est vrai que je les dépose tous les matins à l'école, je vais les chercher. Voilà, en ce moment, à partir de la semaine prochaine, je commence une série que je tourne à Lille, mais bon, Lille, c'est pas trop loin et ça va être que des petits allers-retours. Voilà, j'ai cette chance-là. Et surtout, j'essaie de beaucoup les embarquer avec moi dans mes aventures. Ils passent tout le temps sur les tournages. Ils viennent souvent dans les coulisses. Alors, à part quand je chantais avec Domiti, effectivement, là, ils ont pu venir m'écouter chanter. Mais là, les dernières choses que j'ai jouées, ils pouvaient pas venir me voir. Mais par contre, ils sont pas encore venus voir Ring. Mais par contre, l'année dernière, au moment de la Maison du Loup, Baya jouait aussi donc tous les dimanches. Non, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal au théâtre Le Pic. Allez-y. Et donc, comme on jouait à la même heure. Et ben je les emmenais avec moi au théâtre. Donc avant de jouer, je leur faisais comme ça une espèce de petit cours de théâtre. Enfin, ils s'amusaient, ils mettaient nos costumes et tout. C'est chouette. Ils jouaient. Et ensuite, c'était à moi de jouer. Je jouais le spectacle. Pendant ce temps-là, ils étaient dans les loges. Ils restaient bien sagement dans les loges. Et puis après, vous avez bien travaillé. Ils restaient sagement dans les loges. Ouais, je sais pas si j'amènerai mes enfants dans les loges. Alors. J'ai envie de m'amuser encore avec vous parce que je sens que vous êtes polyvalent, on l'a dit. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est une face cachée. Talent caché. Alors, on va allier dans un petit défi que je vous lance vos 2 talents, celui d'être belge et celui de très bien cuisiner. Alors, en bon belge que vous êtes, vous allez me donner la recette idéale pour les catégories que je vais vous proposer. Alors, je vous propose un rôle de composition, un chef cuisinier belge. Voilà. Parce qu'après le médecin, moi, je vous vois bien en chef, je vous vois bien en espèce de Cyril Lignac. Ouais. Je pense que ça va vous tomber dessus, vous allez voir. Donc, quelle serait la recette idéale pour un gros dîner de famille ? Alors, un gros dîner de famille, c'est très simple. Est-ce que vous feriez un gratin cucurbitacé ? Ah, bravo. Alors écoutez-moi, c'est très simple. Pour un bon dîner de famille, moi ce que je ferais, c'est un grand couscous, parce que voilà, ma femme est originaire de Kabylie, ma belle-mère fait un excellent couscous et moi-même je dois dire que je fais un couscous qui est vraiment très bon. Ma femme Baya Reaz, dont on parle depuis tantôt et que j'embrasse très fort, ne prend jamais de couscous au resto parce que pour elle c'est le couscous de Yemma comme on dit chez elle, mais mon couscous à moi, elle arrive à le manger et ça me fait plaisir. Mon couscous, il est plein de folie, plein d'amour et je te le ferai une prochaine fois en Arbel, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon couscous, il n'y aura pas de pamplemousse. Bravo. Moi, je signe direct. Il y a un peu de François Damiens là-dedans. Ouais, je suis fan absolu de François Damiens. Je vous aurais bien fait d'autres catégories, mais j'ai envie de finir sur autre chose pour cette émission. Donc, vous m'avez parlé de vos enfants et de l'importance que ça a, à la fois votre enfance à vous, le clan. Donc, j'ai envie de revenir avec vous. Qu'est-ce que vous vous seriez dit à vous-même quand vous étiez enfant ? Si tu parlais à l'enfant que tu étais. Moi aussi, je fais intervenir mes enfants. C'est ma fille que vous entendez là. Ah, j'adore. Alors, j'aimerais juste que vous me complétiez les phrases que je vais vous donner en quelques mots avant de terminer cette émission. Ok. Alors, la clé du succès, c'est être heureux. Alors, j'allais dire le secret du bonheur, c'est Ah, le secret du bonheur, être centré, voir le verre à moitié plein. En amitié, il faut beaucoup de joie. Ah, l'amour, c'est vraiment complexe. Ring, allez voir Ring. Surtout, méfie-toi des cons. Ne t'encombre pas de d'ego. Et dans la vie, tu ne dois jamais oublier l'amour. Oh, merci. Allez aimer, allez regarder, rire de l'amour au théâtre de l'œuvre.
Vous connaissez ce morceau? Bien sûr. Gravé dans la roche. Sniper. Allez, au Tête de l'œuvre, applaudir Amaury Tréhincourt que j'ai eu le plaisir de recevoir. Merci beaucoup. Avec Gina Djemba de Léonore Confino. C'est donc au Tête de l'œuvre, Ring, variation du couple. Alors, c'était comment? C'était top, c'était trop bien. Franchement, trop cool. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bah, écoutez, moi je reviendrai vous applaudir. Yes. On se retrouve la semaine prochaine avec lundi Caroline de Margeridon. Voilà, quant à moi je vous laisse avec le Club Imo de Marc Ezrati et je vous dis kiss kiss. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. Je profite de la chance que j'échoue pas le quinri, je me prends pas la tête. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show.